Question rapide. Admettons qu'un matin, vous allez réveiller votre fille pour la préparer pour qu'elle aille à l'école et là vous vous rendez compte qu'elle a brusquement disparu. On est d'accord que vous allez faire tout votre possible pour pouvoir la retrouver. Si vous avez répondu oui, vous faites partie de 99% de la population. Si vous avez répondu non, alors revoyez votre copie déjà et sinon vous risquez d'être dans le même panier que les parents de Paulette Guebara Farah, une fillette de 4 ans qui a disparu brusquement et vraiment sans prévenir en plein cœur de Mérico. Et on va le voir tout de suite, petit spoiler, que les parents n'y sont pas pour rien. Bienvenue sur Crime et Châtiment. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui va mêler true crime et disparition. C'est vrai que ça faisait un petit moment depuis qu'on n'en avait pas fait depuis la vidéo sur les 3 histoires mystérieuses. Du coup, installez-vous très confortablement, éteignez les lumières si le cœur vous en dit, fermez la porte à clé, c'est toujours bien. Et c'est parti, c'est l'heure du crime. Générique. Morning. She's 8 months pregnant. My gun was under the seat. J'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Merci à tous de vous être abonnés. Merci à tous d'être venus sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Paulette Guebara Farah. Une histoire qui pose énormément de points d'interrogation. Vraiment, j'étais frustrée en faisant les recherches, mais frustrée. Du coup, je vous emmène aujourd'hui au Mexique en 2010 pour parler de cette histoire. Nous sommes donc à Mérico en 2010 dans la famille des Guebara Farah. Alors déjà, petite parenthèse, j'ai fait LV2 allemand, donc je suis navrée si j'écorche un petit peu les noms, mais je vais faire mon maximum. Donc les parents, Lisette et Mauricio, sont très clairement des parents qui, de l'extérieur, sont en tout point aimants. Lisette vient d'une famille assez aisée et elle est devenue avocate, et Mauricio, c'est très clairement le stéréotype du businessman très prospère. Donc leur petite famille, on va pas se mentir, ils font très clairement partie de la classe assez haute de Mérico. Donc ils ont eu un premier enfant, Lisette Junior, et en 2005 naît la petite Paulette qui est handicapée moteur et qui a également des troubles du langage. Donc très clairement dès le départ on sent bien qu'elle va avoir besoin de soins particuliers, d'autant plus que les seuls mots qu'elle arrive vraiment à dire ça va être papa, maman, nourriture, eau, donc ça va être assez limité et on se doute bien qu'une enfant aussi fragile et vulnérable, on est censé y faire attention. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Donc, quand elle disparaît le matin du 22 mars 2010, elle devient très clairement la priorité numéro 1. En fait, la veille au soir, le dimanche, Paulette, sa sœur et son père rentrent d'un week-end qu'ils ont passé tous les 3 à Vallée des Bravos, alors que leur mère, Lisette, elle était partie en week-end avec ses copines et elle les attendait déjà à la maison. Donc, elle les couche, on fait un petit bisou sur le front, on lit une dernière histoire, rien d'anormal, mais seulement le lendemain matin, le lundi, quand Erika, une de leurs 2 nounous, rentre dans la chambre de Paulette pour la réveiller et pour la préparer pour aller à l'école, et ben elle trouve rien. Elle est nulle part. Donc Erika et sa sœur Martha, les 2 nounous, vont littéralement fouiller l'appartement de fond en comble. La chambre de Paulette, la chambre de sa sœur, la chambre des parents, la cuisine, la salle de bain, véritablement tout. Et donc étant donné que la famille des Guebara Farah est quand même une famille aisée, ils vivent dans un très grand immeuble avec un grand standing très sympa. Et donc c'est très peu probable qu'une fillette de 4 ans avec des troubles du langage et handicapés moteurs prenne tranquillement l'ascenseur pour aller se balader dans les villes de Mérico. Du coup, très clairement, paniquées, elles vont prévenir les parents une fois qu'ils ne retrouvent rien et qui, eux, à leur tour, vont prévenir la police. Du coup, sur place, l'équipe médico-légale ne va rien trouver. Pas de signe de lutte, pas de signe d'effraction, pas d'indice véritablement qui va pouvoir les mener dès le départ à où pourrait être Paulette. Et du coup, les parents, notamment Lisette, vont faire énormément d'interviews pour justement appeler à la vigilance de la population, pour demander à ce qu'ils récupèrent leur fille tout simplement, en disant que c'est la plus douce des enfants, qu'elle ne pleure jamais, etc., etc. Et en un temps record, la photo de Paulette va être littéralement partout dans la ville. Ils ont même fait des messages à l'encontre du ravisseur en disant que si il ou elle déposait leur fille dans un centre commercial ou dans des rues bondées juste pour qu'ils puissent la récupérer, il n'y aurait aucun représailles derrière.
Alors je dis ravisseurs parce qu'il faut savoir qu'au Mexique, il y a en moyenne 5 enlèvements par jour. Donc là, au vu de la famille, on se doute qu'il risque d'y avoir une rançon qui va arriver dans les jours qui viennent. Alors, il y a eu quand même quelques critiques sur le fait que l'histoire de Paulette était énormément médiatisée parce que ses parents étaient riches et que d'habitude les médias ne prêtent pas autant attention à tous les autres enfants qui sont enlevés tous les jours du coup au Mexique. Alors il faut noter, parce que c'est quand même très intéressant et ça va être important pour la suite, que Lisette a donné pas mal d'interviews sur le lit de sa fille une semaine après sa disparition, où entre autres elle disait qu'ils n'avaient rien entendu, que leurs 2 chiens n'avaient jamais aboyé, etc. etc. Mais le comportement de la mère, et en particulier des parents, va mettre un petit peu la puce à l'oreille. Parce que les nounous ont dit que le matin de la disparition, alors qu'elle était en train de retourner la maison au fond en comble, Lisette, elle était très clairement dans le salon, en train de prendre un petit café, de fumer une petite clope. Mauricio, il donnait quelques indications un peu molles, il cherchait un peu dans les placards, mais juste histoire d'eux. Donc très clairement, dès le départ, on se dit... Attendez, votre enfant vient de disparaître. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il faut la retrouver là quand même. Bougez-vous un petit peu les fesses. Plus étrange encore, elle disait même que sa fille avait peut-être été enlevée par des extraterrestres ou par Harry Potter. Et plus glaçant, elle a même dit que si Paulette disparaît, c'est pas grave, au moins il me reste toujours une fille. Le 29 mars, les parents et les 2 nounous sont mis en examen parce que très clairement, il y a des incohérences et des mensonges dans leurs déclarations. On voit bien que les parents n'ont pas fait énormément d'efforts pour retrouver leur fille, d'autant plus que ce ne sont pas eux qui ont appelé la police, mais la tante de Paulette. Donc là, très clairement, on se dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Alors, les parents et les nounous ont été amenés dans un hôtel pour être interrogés. Bon, très clairement, Lisette, elle montrait pas beaucoup de signes comme quoi elle était affectée par la disparition de sa fille, mais elle avait plutôt un caractère un peu impulsif. Mauricio, lui, il était un petit peu évasif, pas très très sûr de lui. Et là, le couple a commencé véritablement à se déchirer. Parce qu'en fait, on a découvert que Lisette était à Los Cabos, non pas pour faire un petit week-end entre copines, mais pour retrouver son amant. Et du coup, elle a commencé à accuser Mauricio d'avoir planifié la mort de leur fille. Mauricio, à l'inverse, il relançait la balle en disant que non, Lisette et les nounous, elles avaient très clairement quelque chose à voir là-dedans. En plus de ça, les caméras de sécurité de l'hôtel ont filmé Lisette et sa fille Lisette Junior rentrer du coup dans le lobby et Lisette disait très clairement à sa fille qu'il ne fallait absolument rien dire à la police sinon elle allait être punie. Donc là déjà on peut se poser encore une fois énormément de questions. De quoi est-ce qu'elle parle ? Est-ce qu'elle parle de Paulette, de la mort de Paulette ? Là très clairement on va dire qu'il y a beaucoup de choses et d'éléments qui sont un peu contre elle et du coup ça sent pas très très bon pour son dossier. Les 4 ont été relâchés le jour même sans qu'il y ait de charges qui soient retenues contre eux parce qu'il y avait très clairement un manque de preuves. Mais ce que la police n'a pas dit, c'est qu'ils ont bâclé l'enquête dès le départ. En fait, le jour de la disparition, l'équipe médico-légale n'avait été autorisée qu'à rechercher que les signes d'effraction, rien d'autre. Donc ils n'ont pas pu faire de prélèvements, etc. En plus de ça, la scène de crime ou du moins de disparition n'avait absolument pas été scellée et fermée. Donc dans la chambre de Paulette, il y avait énormément de passages, des gens qui n'avaient pas les tenues réglementaires, donc avec des chaussures sales qui venaient piétiner tout, etc. Lisette avait donné des interviews sur le lit de sa fille. Il y avait même eu des invités qui avaient dormi dans le lit de Paulette, ce qui est d'ailleurs un petit peu glauque. Mais pour vous dire que là, on ne pouvait retrouver absolument aucun indice puisque toute la scène avait été très clairement souillée. 2 jours après encore, et ça va être vraiment là tout le dénouement, et ça va encore une fois poser énormément de questions, puisque la police décide de faire une reconstitution filmée de la scène et de la façon dont ils ont enquêté, dont ils ont fait leurs premières investigations. En fait, les reconstitutions, ça permet généralement pour les juges d'instruction de jauger un petit peu les réactions du mis en examen, de regarder comment il a fait, comment il réagit, etc., etc. On précise quand même bien qu'à ce moment-là, les 4 ne sont absolument pas mis en examen et sont un peu hors d'état de cause pour le moment. Alors ce qui est super bizarre, c'est qu'on ne sait absolument pas qui a ordonné cette reconstitution et en plus, cette reconstitution se fait à 2h du matin, ce qui ne fait absolument aucun sens quand on sait que les réelles investigations n'ont pas eu lieu à ce moment-là. Donc, déjà très très étrange, mais la suite va l'être encore plus.
Durant la vidéo, les enquêteurs vont pointer du doigt les oreillers, les draps, etc. en disant qu'ils sont couverts de sang et en disant que c'est évident que Paulette a été battue de façon très très sévère. Déjà, c'est surprenant parce que c'est la première fois qu'on entend cette version-là. Ça ne fait absolument pas partie des premiers rapports. Et donc ils font le tour du lit, voilà, gna gna gna, et ils soulèvent, attention, ils soulèvent les draps au bout du matelas. Et la surprise, il y avait Paulette. Non, je vous jure, il y avait Paulette. Enfin, c'est n'importe quoi. Comment ça, il y a Paulette? Vous êtes en train de me dire que ça fait 9 jours qu'elle était là avec la police, les médias, la famille, tout le monde qui a fait un énorme passage sans que personne ne la remarque? Les nounous avaient très clairement insisté qu'elle n'était absolument pas là quand ils ont fouillé. Vraiment, elles avaient vraiment fouillé tout sans dessus-dessous. Le procureur lui-même, quand il était venu sur la scène, il avait checké sous le lit, il n'y avait rien. Et sachant en plus que le lit avait été refait, parce que pour rappel, il y avait des amis de la famille qui avaient dormi dans ce lit. Donc là déjà, ils ont dû se dire, mais c'est dégueu de dormir avec un cadavre à ses pieds. Et les autorités, la version officielle, avait dit que c'est les couvertures qui avaient recouvert Paulette qui avaient empêché l'odeur de putréfaction de s'échapper et du coup de dire qu'elle était ici. Alors moi ça j'y crois pas trop du tout même, donc en fait pour moi c'est très clairement une mise en scène, c'est vraiment une mascarade et du coup forcément ça va mettre tous les projecteurs sur sa mère en particulier puisque Mauricio et le procureur apparemment seraient de bons copains, donc forcément ça rajoute un petit peu de piment à l'affaire. Alors la première théorie, c'est très clairement que Lisette ait tué sa fille. Alors en effet, c'est compliqué d'avoir une enfant handicapée, encore plus quand son couple est en train de battre de l'aile. Donc c'est très probable que Lisette ait tué Paulette le matin de sa disparition ou quelques jours après, caché son corps dans un ascenseur ou dans un conduit d'air, etc. De faire une demande de rançon pour un peu couvrir ses traces et puis quand elle voit que ça prend des proportions assez énormes, de remettre le matin de la reconstitution sa fille entre le matelas et le lit et de jouer l'étonnée et la mère absolument éplorée quand on la découvre. Là très clairement cette théorie là la plupart des Mexicains y croient dur comme fer. La deuxième théorie, c'est celle d'un enlèvement par étapes. Très clairement, Mauricio et Lisette, ils avaient des problèmes financiers, ils n'arrivaient plus à subvenir à leur train de vie un peu fantasque et ils ont du coup fait croire à un kidnapping avec une rançon en espérant du coup toucher de l'argent des grands-parents ou du public à travers des cagnottes. Et ils l'ont peut-être mis dans un endroit, donc pareil, un conduit d'air ou autre, en lui disant d'attendre. Peut-être qu'elle a suffoqué à ce moment-là ou alors qu'ils l'ont tué quand ils se sont rendus compte des proportions énormes que ça prenait. La troisième théorie, c'est celle selon laquelle Lisette Junior, donc la sœur de 7 ans, aurait tué sa petite sœur. En fait, Lisette Junior était quand même un peu jalouse de l'attention que ses parents portaient à Paulette. Donc si ça se trouve, c'est tout à fait intentionnel. Dans ces cas-là, on aurait une potentielle psychopathe dans la nature. Ou alors, c'était de façon accidentelle quand elles jouaient toutes les deux. Dans tous les cas, la version officielle, c'est que la mort a été accidentelle. Donc en effet, Paulette dormait avec une couverture orthopédique sur elle. Alors il est possible qu'elle se soit emmêlée dedans ou qu'elle se soit suffoquée avec. Dans tous les cas, c'est vrai que ça ne colle pas trop avec les taches de sang qu'aurait potentiellement retrouvé l'équipe d'investigation au moment de la reconstitution. Alors on pense quand même néanmoins, et peut-être que vous en doutez, que la police a essayé de couvrir toute cette affaire. Le fait que Mauricio et le procureur soient copains, ça fait un petit peu mauvaise presse, on va dire. Peut-être que la police a été vraiment incompétente et du coup a voulu classer rapidement l'affaire en étant une mort accidentelle. On ne sait pas trop, mais on sait quand même qu'il doit y avoir quand même quelque chose en plus, une part de vérité qu'on ne sait pas encore derrière toute cette histoire. Et concernant la pop culture, cette histoire forcément elle a touché énormément les Mexicains et du coup ça a inspiré la série The Search qui est sur Netflix, qui est du coup une série mexicaine, donc allez la voir, elle est plutôt pas mal faite en plus. Et du coup c'est la fin de cet épisode, merci énormément d'avoir suivi jusqu'ici. Dites-moi laquelle des théories vous préférez le plus parmi elles, si vous pensez que c'est la mère qui est responsable, si vous pensez qu'il y a autre chose derrière, on ne sait pas trop. En tout cas prenez bien soin de vous et puis on essaye de se retrouver la semaine prochaine. Ciao!